C'est ainsi que cette nouvelle politique libérale, pour être entièrement efficace, pour ne pas être trop idéaliste, est doublée, partout sauf en Guinée, d'une mise en place d'hommes politiques bien pensants, de toute infrastructure adéquate. La nouvelle politique libérale a eu partout comme conséquence l'éviction de véritables mouvements révolutionnaires et le triomphe des équipes traditionnellement conformistes. Elle tend partout à faire passer les dits conformistes aux yeux du peuple pour des pseudo-révolutionnaires, afin de les accréditer. Cher Anta Diop. Chers amis, bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Afrophilo. Si vous aimez ce que nous faisons et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes nos vidéos. Laissez un pouce bleu et partagez. Alors aujourd'hui, nous allons voir le panafricanisme réformiste. Nous allons voir quelques acteurs du panafricanisme réformiste. Même s'ils étaient plutôt réformistes que panafricanistes. L'idée est de faire un parallèle avec la chronique précédente qui portait sur le panafricanisme révolutionnaire. En effet, à partir de maintenant, nous aurons deux séries de chroniques. Une série de chroniques portant sur le panafricanisme révolutionnaire, et dont le premier épisode était l'épisode dernier, et une série de chroniques portant sur le panafricanisme réformiste, et dont le premier épisode est cet épisode. Le but étant toujours de faire un parallèle entre les deux, et de voir comment les deux mouvements ont évolué. À présent, c'est parti pour la chronique. L'héritage de Blaise Diagne. De nos jours, des personnages historiques tels que Blaise Diagne, Félix Éboué ou encore Léopold Sédar Senghor ne sont tout bonnement pas associés au panafricanisme, contrairement à Marcus Garvey, Dubois ou encore Kwame Nkrumah. Cela est sans doute lié au fait qu'ils ne se sont jamais prétendus de ce mouvement. Bien que le panégrisme du début du XIXe siècle ait été très tôt porté par les anciens esclaves désormais émancipés du monde francophone et du monde anglophone, le panafricanisme du début du XXe siècle, qui en découla, fut principalement porté dans le monde anglophone, car il y eut un réel intérêt d'un retour vers l'Afrique. Marcus Garvey, Georges Padmore, Dubois, et plus tard Stokely Carmichael. Cet intérêt peut s'expliquer par le poids de l'esclavagisme américain, et surtout par le devenir des Noirs émancipés dans l'Amérique ségrégationniste entre 1865 et 1900. Dans le monde francophone, la question du retour vers l'Afrique fut moins préoccupante, les principales terres d'esclavage francophone n'étant que des petits territoires en comparaison aux États-Unis. De plus, Haïti, qui fut cette terre de proue du panégrisme francophone, s'émancipa très tôt de toute force coercitive interne, esclavage et ou ségrégation, suite à l'indépendance de Saint-Domingue, ancien nom d'Haïti. Orpheline, dans son mouvement de retour vers l'Afrique, le panafricanisme dans le monde francophone n'en trouva pas moins un héritier de taille en la personne de Blaise Diagne. Dès 1919, à la sortie de la Première Guerre mondiale, il utilisa sa position et ses relations dans l'administration coloniale française pour organiser le premier congrès panafricain à Paris en étroite collaboration avec Dubois. Blaise Diagne fut incontestablement panégriste par sa lutte acharnée contre les préjugés raciaux et pour l'émancipation des Noirs, malgré sa subordination à la puissance coloniale et sa conception évolutive de la condition noire, depuis un certain archaïsme non avoué, mais sous-entendu, vers un développement des capacités civilisationnelles par le biais de l'assimilation à la France. Bien que discutables, notamment dans les milieux panafricanistes actuels, ses points de vue et sa conception du monde noir s'inscrivent dans une vraie lutte nègre contre les forces violemment racistes de son époque. Il rama, pratiquement seul, en pionnier et à contre-courant, dans des eaux infestées de crocodiles. Sans doute, il fallut une réelle force de caractère pour cela. Plus concrètement, il améliora la vie de nombreuses personnes au Sénégal, notamment dans les communes de Rufisque, Dakar, Gorée et Saint-Louis, par la recherche de subventions à l'agriculture auprès de la métropole française. S'il semble que sa démarche fut sincère, les déceptions éhontées qu'il généra, notamment dans son rôle essentiel dans le recrutement des Africains de l'Ouest et leur devenir, avant et après la Première Guerre mondiale en tant que tirailleurs sénégalais, entre guillemets, luttant pour la France, s'inscrivent dans la longue tradition de la France et sa manière inconsidérée de traiter avec absence de considération, mépris, paternalisme et magnanimalisme les collaborateurs africains de sa politique coloniale, à quelques rares exceptions près, comme ce fut le cas de Félix Éboué par exemple. Après Blaise Diagne, Léopold Sédar Senghor, sénégalais comme Blaise Diagne, Félix Houphouët-Boigny, Jean-Félix Chikaya et d'autres suivront cette politique de collaboration avec la puissance coloniale. Nous avons nommé cela panafricanisme réformiste. Si cela semble être un abus de langage,
ces derniers ne se considéraient pas explicitement panafricains, il faut cependant garder en tête cette conscience africaine désormais rabâchée par tous les acteurs politiques africains lorsqu'il s'agit de nommer la spécificité de la politique africaine. Tradition de la discussion, respect des aînés, arbre à palabres, etc. De plus, le fédéralisme africain ne fut pas le seul fait des Charanta Diop et Kwame Nkrumah. En effet, Senghor et Modibo Keïta, par exemple, créeront la Fédération du Mali, avant que celle-ci ne s'achève dans les divergences de vues et les ambitions personnelles. Dans cette ligne, existe également le projet de fédération très francophile d'un État Congo entre le sud du Congo-Kinshasa et le sud du Congo-Brazzaville, entretenu par Fulbert Youlou et Kasavubu, sous le patronage des services secrets français et les barbouzes de la SDECE. Également, le projet panafricain de fédération des États de l'Afrique centrale, souhaité par Barthélemy Boganda de la République centrafricaine, Léopold Sédar Senghor et les autres députés à l'Assemblée française. L'indépendance réelle se mérite. Elle n'est pas dans le refus. Elle est dans le choix. Léopold Sédar Senghor. Que l'enfant blanc et l'enfant noir, que les enfants de France, confédérés aillent main dans la main, tel le couple Demba-Dupont sur le monument aux morts. Léopold Sédar Senghor. Avec Léopold Sédar Senghor et Aimé Césaire, le panafricanisme réformiste se mue en négritude. Nous verrons que si les leitmotivs sont les mêmes entre négritude et panafricanisme, la négritude connaîtra un développement philosophique et politique particulier par le biais de la poésie, qui semblera l'en éloigner par des considérations étriquées et nombrilistes. Si, avec la distance historique, l'on a aujourd'hui l'impression que Léopold Sédar Senghor, Houphouët-Boigny et quelques autres étaient les seuls collaborateurs acharnés de la puissance coloniale, il faut rappeler qu'à la veille des indépendances, le réformiste était la norme. En réalité, le panafricanisme révolutionnaire était la voix dissidente que l'on ne voulait pas entendre. Dans le monde francophone, seuls les mouvements étudiants, la FEANF par exemple, et certains partis ou mouvements tels que l'UPC, et quelques acteurs tels que Jacques Vergès, inspirés par l'avant-gardisme de Kwame Nkrumah, demandaient une indépendance effective et son ménagement. Tous les acteurs politiques africains de premier plan étaient de vaillants réformistes. Il faut rappeler que dès 1946 et à la suite de Blaise Diagne, qui avait été député des communes sénégalaises au Palais Bourbon à partir de 1916, toutes les colonies africaines étaient représentées par des députés à l'Assemblée nationale française. C'était Jean-Félix Tchikaya, père du poète Tchikaya Tamsi pour le Congo-Brazzaville, Léopold Sédar Senghor pour le Sénégal, Félix Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, Sékou Touré pour la Guinée, Modibo Keïta pour le Mali, Tombal Baye pour le Tchad, etc. Ce n'est que plus tard, en 1958, que la voix dissidente entra dans la paisible collaboration france-africaine des élites, avec le nom de la Guinée sous un Sékou Touré nouveau et peut-être opportuniste. Il faut en parallèle rappeler que depuis la première moitié du XXe siècle, plusieurs mouvements locaux radicaux pour l'arrêt de la colonisation tels que l'UPC camerounais, les mouvements indépendantistes de Madagascar et certains acteurs tels que André Machoua au Congo-Brazzaville ou encore Simon Kimbongu en RDC, ont protesté et été violemment réprimés au profit des collaborateurs réformistes. Dans les mondes anglophones et germanophones, le caractère de peuplement des colonies africaines, notamment en Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie, etc., ainsi que l'absence d'une politique assimilationniste à la française, conduisit à des prises de position révolutionnaires anti-réformistes de la part des pères des indépendances. Ce fut le cas pour Kwame Nkrumah, certes, mais aussi pour Jomo Kenyatta au Kenya, par exemple, avec la révolte des Momo en 1952, ainsi que Julius Nyerere en Tanzanie, etc. Félix Houphouët-Boigny, le RDA et la communauté française. En 1946, à l'Assemblée nationale française, dont il était alors membre, M. Houphouët-Boigny, représentant de la Côte d'Ivoire, proclamait, j'ouvre les guillemets, qu'il n'y a pas de séparatistes sur ces bancs. Il existe un lien puissant, capable de résister à toutes les épreuves, un lien moral qui nous unit. C'est l'idéal de liberté, d'égalité et de fraternité pour le triomphe duquel la France n'a jamais hésité à verser son sang le plus noble. Je ferme les guillemets. Cette politique de maintien de l'union avec la France était également préconisée par le président Senghor du Sénégal, qui disait, j'ouvre les guillemets, l'Union française doit être un creuset de culture. C'est un mariage plutôt qu'une association, je ferme les guillemets. Kwame Nkrumah, le néocolonialisme. Houphouët-Boigny est l'homme par lequel la politique france-africaine se diffusa à travers l'élite africaine dans le monde francophone au lendemain des indépendances. Pourtant, il n'en fut pas toujours ainsi. En 1946, il fut à l'Assemblée française l'homme de la loi sur l'abolition du travail forcé et de la réglementation du travail dans les territoires coloniaux français. Créé en 1946 au congrès de Bamako, son parti fédéraliste et nationaliste panafricain, ou plutôt
Sa coalition de partis, créée avec Gabriel Derboussier, le Rassemblement démocratique africain, fut entre 1946 et 1950 une force politique de gauche, affiliation avec le Parti communiste français, et surtout anticoloniale et anti-assimilationniste, en opposition cependant avec certains de ses discours versatiles, plus assimilationnistes à l'Assemblée française notamment. Sous l'impulsion du gouvernement français, certains parlementaires d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, tels que Léopold Sédar Senghor et Lamine Gueye, boycotteront le congrès constituant du RDA de Bamako en 1946. Le RDA ne devint une réelle force politique qu'à la veille des indépendances, la plupart des partis politiques ayant le pouvoir parlementaire sur les jeunes républiques affiliées à la communauté française en faisaient partie, sous forme de coalition. Le PDCI, Parti démocratique de la Côte d'Ivoire, l'Union démocratique voltaïque, l'Union soudanaise, l'Union des populations du Cameroun jusqu'en 1951, l'Union démocratique sénégalaise, le Parti démocratique de Guinée, le Parti progressiste nigérien, le Parti progressiste tchadien, l'Union démocratique de défense des intérêts africains, du Congolais Fulbert Youlou, UDDIA, et le Bloc démocratique gabonais. Entraîné dans la politique d'opposition radicale du Parti communiste français, Houphouët-Boigny céda aux pressions de la gauche modérée ou socialiste, s'alliant ainsi avec l'Union démocratique et socialiste de résistance de Mitterrand en 1952. À partir de ce retournement, probablement opportuniste, Houphouët-Boigny devint l'homme de la France pour l'Afrique. Il enchaîna plusieurs fonctions, dont celle de ministre dans différents gouvernements français, de président de l'Assemblée territoriale et de maire d'Abidjan. En réponse à la voie d'indépendance radicale lancée par Kwame Nkrumah, Houphouët-Boigny répondit à l'image de son contemporain Senghor, ou encore à l'image de Blaise Diagne répondant à Marcus Garvey et Dubois, opposant à la voie radicale celle d'une communauté franco-africaine basée sur l'égalité et la fraternité sur le papier, soit la marque de fabrique du panafricanisme réformiste. Sur le plan du fédéralisme, Houphouët-Boigny, en ligne avec la politique africaine de la France de cette époque, était le seul à s'opposer aussi fermement au projet d'État africain. De ce point de vue, il ne fut pas panafricain. Privilégiant des coopérations régionales, inter- et transnationales, il s'opposa au projet de fédération du Mali ou encore à l'organisation de l'unité africaine, créée sous l'impulsion de Kwame Nkrumah.